Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, on va parler de métissage avec Camille Maya, qui est d'origine indienne et française. Et aujourd'hui, on la reçoit pour en savoir un peu plus sur ce sujet. Salut Camille Maya, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, merci. On va commencer par une première question pour un peu plus apprendre à te connaître. Est-ce que tu pourrais te présenter, me donner ton prénom, ton âge, ta profession? Alors, je m'appelle Camille Maya Jayanti. Je suis d'origine franco-indienne, c'est-à-dire que mon papa est d'origine indienne et ma maman est d'origine française. J'ai 26 ans et je suis professeure d'histoire-géographie. Donc tu es franco-indienne. Est-ce que tu pourrais nous expliciter tes origines dans le détail? Alors, oui, mon papa est né en Inde, il est né à Chennai. Et il a grandi par la suite, du coup, à Mumbai. Ok. Ça veut dire que pour moi, la ville d'origine de mon père, c'est plus Mumbai parce que là, à chaque fois que j'y allais, toute ma famille, mes grands-parents étaient là-bas. Mes tantes, mes oncles, etc. étaient majoritairement situés à Mumbai. Du coup, c'était ma ville de référence. Et au niveau de ma maman, c'est très français. Enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est purement français. Et voilà, mon papa, c'est un peu plus différent parce que pour lui, sa ville d'origine, c'est Chennai. Mais pour moi, la ville à laquelle je me réfère, c'est Mumbai. Ok. Mais c'est une belle fusion d'origine. Du coup, ta double culture, là, elle était quand même assez prononcée. Et dans ce sens, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu as vécu ça, cette double culture entre la France et l'Inde? Alors, je dirais que quand j'étais petite, je n'avais pas forcément conscience de ce que ça représentait parce que j'avais pas du tout l'idée de ce que ça voulait dire. Et je pense que c'est pour plusieurs métis le cas. On se rend pas forcément compte qu'on est différent jusqu'au moment où on nous pointe du doigt tout le temps et qu'on nous dit mais enfin t'es bizarre ou bien t'as une couleur bizarre ou bien tu agis bizarrement ou t'as des noms qui vont pas ensemble ou des choses comme ça. Et moi, le premier déclic que j'ai eu vis-à-vis du fait que j'étais pas que blanche, c'était quand j'étais en troisième section maternelle, je crois. On apprenait à écrire nos prénoms en maternelle et moi, j'arrivais pas à écrire mon prénom, qui est Camille Maya. Et donc, j'ai un peu crisé, mais parce que c'était une question de caractère et rien d'autre. Et la maîtresse a convoqué mes parents en expliquant à mon père, et en disant à mon père, du coup, je ne sais pas comment ça se fait dans votre pays, mais ici, on force pas les enfants à apprendre. Ok. Euh, Ouais. Voilà, c'est une remarque. Je pense qu'à ce moment-là, mon père, c'était un moment qu'il était en France, donc je pense qu'il avait une facilité à laisser couler un peu ces remarques-là. Ça veut pas dire que ça l'atteignait pas, mais je pense que voilà, il y a une facilité à bon voilà. Ça va pas changer si je débat avec elle, donc voilà. J'avais ça, et puis après j'avais autre chose aussi quand j'étais un peu plus âgée, mais légèrement. J'étais en primaire, j'avais un amoureux, j'étais vraiment amoureuse de lui, trop bien. Et quand il m'a dit que lui m'aimait aussi, il a fait une remarque qui m'a dit, il m'a dit tu es belle pour une indienne. Et je me disais mais quoi? C'est trop bizarre et tout. Et du coup j'avais creusé un peu, j'avais demandé pourquoi. Il m'a dit parce que bah en fait ça se voit pas. Ok. Et ça c'est un truc auquel je suis toujours confrontée enfin aujourd'hui c'est toujours le cas hein, mais c'était plus ce truc là de jusqu'à mes 9-10 ans, j'avais pas forcément conscience que j'étais différente. Dans ce sens-là, c'est plus les autres qui me ramenaient toujours à ça, alors que enfin moi ça me choquait pas. Pareil, en primaire, une fois quand mon père était venu me chercher, j'avais une copine qui avait dit ah mais ton père il a des yeux pervers. J'avais dit mais quoi? Elle me dit ouais il a des gros yeux. C'est très, très, très méchant les cette enfants. fille n'était même pas blanche donc c'est encore un autre débat mais vraiment et enfin en fait je voyais pas la différence entre mon père et les autres papas qui venaient récupérer les enfants à l'école. Et moi, à chaque fois que mon père revenait, il y avait une remarque. Quand mon père, dès que j'avais un truc qui allait pas avec moi, c'était forcément le problème qui venait de mon père. Ok. Alors que... Donc ton origine indienne, puisqu'elle est assez connue quand tu étais en primaire, etc. En fait, c'est toi qui en parlais ouvertement ou c'est parce que les gens voyaient par rapport à ton père que tu étais indienne? Alors, il y a deux cas. Il y a le cas où moi, j'en parlais pas. Mais ça, je me rappelle parce que j'en ai commencé à en parler quand j'étais plus âgée. J'en parlais pas, mais à l'époque, il y avait un animateur à l'école qui était d'origine pakistanaise et qui était très ami avec mon père. Ah. Ça veut dire que quand moi j'étais là, il y avait un truc particulier entre lui et moi, lui il est pakistanais et mon père il est indien et ils se connaissent et ils sont copains et tout. Et donc c'était plus lui qui disait que j'étais indienne et du coup mais c'était pas, il pensait pas à mal en faisant ça. Et puis moi je le vivais pas non plus mal qu'il le dise. Mais je pense que c'est ça qui a créé ce truc que moi j'ai pas forcément cherché.
sans doute, je l'ai dit, je me rappelle pas. Mais à l'époque, je me revendiquais pas du tout en disant voilà, ma mère est française, mon père est indien, pas Oui, du tout. ok, donc ça se voyait Mais il y par avait cet rapport à... animateur-là qui disait toujours bah elle, c'est ma protégée parce que voilà. Ok, d'accord. Donc ça t'a un peu poursuivi. Bah c'était un peu Tu- contre mon gré parce que moi Ouais. j'avais pas. Enfin, en fait, je me rendais pas compte que ça causait tellement de différences que ça et que ça allait poser problème quoi. Enfin problème, oui, problème en soi. J'ai parlé de double culture, mais j'essaie quand même un peu de le différencier parce que, comme tu sais, il y a des personnes d'origine indienne qui sont du coup françaises et qui donc exportent un peu leur culture indienne par le biais de leurs parents dans un autre pays occidentalisé. Et toi, c'est un peu plus différent parce que toi, tu es né d'un parent français et d'un parent du coup indien. Et, on le dit très souvent, mais on appelle ça le métissage. Est-ce que pour toi, tu es plus ou moins d'accord avec ce terme? Est-ce que quand on parle de métissage, c'est quelque chose qui te correspond? Est-ce que tu peux me donner un peu ton point de vue sur ça? Alors, j'aime pas le mot métis. Ok, Parce que c'est un mot qui est directement hérité de la colonisation. d'accord. C'est littéralement ce qu'on appelait avant les enfants. Oui, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les termes historiques, mais en gros, c'est, pour avoir fait des études d'histoire du coup, c'est vraiment un terme qui est vraiment 100% colonial, qui se passait à ce moment-là. C'est l'enfant du colon et du colonisé, il n'y a rien de plus. Je sais qu'en soi, le produit est le même, mais du coup, c'est un terme qui a un héritage tellement colonial, vraiment de base, que c'est un terme qui me dérange. Après, je cautionne, enfin, je me doute que c'est plus facile de dire métis, et parfois il m'arrive de le dire parce que je vais pas passer 4 heures à expliquer Ouais, pourquoi et ouais. comment. Mais la plupart du temps, je vais dire franco-indienne. Parce que Ok, je trouve ça oui. plus facile. Et puis, surtout quand je dis métis, je ne sais pas pourquoi, mais ça va même être parfois avec mes élèves. Métis, c'est un terme qui les dérange beaucoup parce que pour eux, métis, c'est pas moi. Pour eux, métis, c'est une personne qui est moitié noire, moitié Ouais. blanche, enfin voilà. Ok. Et moi, je rentre pas dans le terme métis alors que je suis littéralement métisse. Mon père est indien 100%, ma mère est française 100%. Donc il n'y a pas de enfin voilà, je suis métisse au même titre que n'importe qui d'autre aurait un parent blanc et un parent pas blanc. Mais c'est peut-être parce que c'est lié aussi à l'histoire, justement, vu que tu le dis si bien. C'est que je pense que bah, on a cette image de l'enfant métis comme étant né d'un parent noir et d'un parent français, parce qu'au vu même de l'esclavagisme, de la colonisation, je pense qu'en termes de nombre, on a eu énormément de mélanges, en tout cas noir et blanc. Et c'est vrai que bah, on est encore dans ce système un peu de la minorité. Parce que du coup les Indiens, etc., les personnes d'origine indienne, même en France, sont minoritaires, donc on n'a pas forcément cette approche élaborée sur le métissage, parce que oui, le métissage en soi, ça peut être très bien une personne espagnole avec une personne française. Oui, Ça, c'est vraiment des origines différentes, etc. Au vu même de ton enfance et de ton parcours personnel, tu as eu aussi en parallèle un parcours identitaire, et je voulais savoir comment tu avais fait l'équilibre entre tes deux origines. Je dirais que c'est pas forcément un chemin, c'est pas tout droit, ça marche pas. Il y a pas un moment où on se dit ah c'est bon et ça marche comme ça toute la vie. Quand j'étais petite, j'avais pas du tout conscience de cette identité-là. J'avais pas conscience que c'était une conjugaison de deux choses et que j'allais finir par peut-être y arriver. C'était les autres qui me confrontaient d'abord et moi qui réalisais ensuite. Ça a toujours été comme ça jusqu'à mes 12-13 ans, je pense. Parce que moi, je me rendais pas compte. Enfin, mon père, il nous a pas parlé ni en hindi, ni en marathi, ni rien. Donc, on n'a pas eu cette éducation-là. On parlait en anglais, à la limite, avec mon père. Moi, plus que ma sœur. Et après, on parlait en français. Mon père était quand même très, très assimilé, très intégré, etc. Vraiment beaucoup, enfin il en jouait beaucoup, donc c'est pas forcément un trait que j'ai remarqué directement chez mon père. C'est plus quand je devais remplir des formulaires et tout, par exemple, et je devais écrire Krishna, je me disais ah c'est bizarre, c'est pas un prénom qu'on entend et tout. Mais en vrai c'était des trucs hyper random quoi, j'avais pas conscience de ce que ça voulait dire. Et puis après quand j'ai vieilli et qu'on m'a, enfin vieilli, grandi, et qu'on m'a beaucoup confronté à ça, là ça m'a fait me poser des questions, et alors je suis passée du tout au tout. J'en parlais pas, je voulais pas que ça se sache, je le disais pas, etc. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit, non mais en fait il faut grave que tu le... C'est ta fierté, c'est ça, c'est toi. En plus, il y avait à l'époque aucun autre métis franco-indien dans mon école ou quoi, donc j'étais la seule. Il y en avait d'autres, il y en avait qui étaient genre, je me rappelle d'un pote à moi qui était en plus né le même jour que moi, donc on s'entendait bien, qui était portugais et chinois, moitié-moitié. Et du coup, on avait ce truc-là, en mode on fait partie des gens avec des mixages vraiment particuliers et que personne ne connaît. Jusqu'au lycée, après,
Quand il y avait des filles, souvent qui étaient d'origine sud-asiatique, j'essayais de. Déjà, elles remarquaient mon nom de famille. Ouais. Mais souvent, j'essayais de faire un peu copine parce que j'avais un besoin énorme, et je l'ai toujours, de légitimité. J'avais besoin qu'on me dise: ah, mais oui, toi aussi t'es indienne, t'inquiète pas, t'en fais pas, ça va bien se passer. Toi aussi t'es indienne, on va pas être bizarre et tout. Parce que quand je disais ça aux blancs, les blancs me disaient: mais comment ça t'es indienne, on dirait pas, ça se voit pas. Ce qui veut rien dire, parce que je sais pas ce que t'imagines quand tu vois une indienne et t'as une image en tête, un truc cliché en tête qui t'arrive, et du coup tu t'attends à me voir moi, mais c'est pas ça. Enfin, les Indiens, que t'ailles du nord au sud, de manière générale, sans parler de mélange de culture, etc., il y a quand même plein de physiques différents. Bref, et donc quand j'étais petite, voilà, ça m'incombait pas trop parce que j'en parlais pas. Quand j'ai vieilli, je voulais en parler à tout prix, tout le temps. Et quand je suis arrivée au lycée, il fallait que je me fasse toutes les copines asiatiques possibles et imaginables, parce que j'avais ce besoin voilà, qu'elles sachent que moi aussi, je fais partie du groupe et tout, quoi. Alors que je n'étais pas spécialement pote avec elles en vrai, c'était pas mes potes, quoi. Mais voilà, j'avais besoin d'aller vers ces personnes-là pour qu'elles me disent: ah oui, toi aussi. T'inquiète pas, toi aussi t'es sud-asiatique. Et tu l'as reçu, cette À reconnaissance? ce moment, à l'instant T, je suis pas certaine, je m'en rappelle pas spécialement. Par contre, après, il y a une copine, enfin une pote de lycée que j'ai recontactée quand j'ai eu cette petite quête un peu de savoir ce que ça veut dire d'être indien. À qui j'ai posé la question, j'ai vraiment posé la question de but en blanc. Je lui ai dit: mais est-ce que pour toi, en tant que franco-indienne, je suis indienne? Elle m'a dit: mais pour moi, t'es indienne au même titre que moi. Et ça, c'était un truc qui m'a beaucoup plu, parce que je pense qu'elle a rien à gagner ou à perdre à me dire oui ou non. Et ça, c'est encore une autre question, mais c'est par exemple mon père qui voulait tellement nous assimiler à des Françaises qu'il nous a un peu fait comprendre qu'on n'était pas indienne, quoi. Ouais. Et donc, du coup, j'allais chercher cette attention-là chez les autres asiatiques que je croise, et ça m'arrive encore maintenant, hein, d'aller voir des gens asiatiques, et parfois, je sais pas, il y a une fois, je suis sortie pour une cérémonie et j'avais un tilak, et on m'a posé la question, et j'ai dit: oui, bah, moi aussi je suis indienne. Et c'était genre en mode: ah, ok, trop bien, de où? Et en fait, c'est passé crème. Et je me suis dit: ah, mais c'est fou, enfin, ça m'était jamais arrivé, quoi. Et donc, je progresse de plus en plus, et voilà, j'essaye de naviguer à travers ce truc-là. Je pense que c'est pas linéaire, c'est impossible que ce soit linéaire. Impossible. Donc là, aujourd'hui, c'est comment ça? Je dirais qu'aujourd'hui, ça va. J'arrive plus ou moins à conjuguer. Je dirais que je suis moins concentrée sur le fait de vouloir absolument avoir l'air indienne. Parce que quand j'étais un peu plus jeune, c'était un truc qui me tenait beaucoup à cœur. J'essayais de... Enfin, vraiment, j'en faisais des caisses, quoi. C'est pas intéressant, et puis c'est pas moi non plus, d'ailleurs. Et là, j'arrive de plus en plus à utiliser un petit peu les deux parties de ma culture. C'est une façon assez facile, en vrai, quand on y réfléchit, de naviguer un peu la vie. Le fait d'avoir deux identités dont on peut se jouer. Je sais pas si ça fait sens. Non, mais je vois. Parce que moi, en parallèle, on peut aussi parler de légitimité de mon côté, tu vois. Parce que moi, je suis française en soi, mais j'ai une origine très marquée qui est du coup l'Inde. Et j'ai aussi vécu ce problème de légitimité parce que je me disais, en soi, moi, j'avais ce sentiment-là parce que mes parents parlaient très bien français. J'ai vécu dans une biculture, tu vois, entre l'Inde à la maison et la France à l'école ou même entre les amis, etc. Et la place de l'extérieur était tellement énorme dans ma vie que je me demandais si j'étais vraiment légitime d'être indienne, parce que surtout que mon entourage était racisé, voire blanc. Et donc j'avais ce problème énorme de légitimité. Et je sais que moi, par exemple, à une certaine période de ma vie, je me suis inscrite sur Twitter pour me rapprocher de la communauté sud-asiatique. Parce que j'en avais pas du tout au lycée, au collège, etc. Et j'avais un problème de légitimité. Enfin, le même que le tien, je pense qu'on peut le rapprocher. Parce que du coup, moi, je me considérais pas indienne. Alors que pourtant, ça se voit. Mais j'avais aussi ce problème de légitimité. Donc, c'est pas forcément lié à ton histoire. C'est plus lié à toi, à ta vie personnelle, à ta quête identitaire personnelle, je pense. Oui. Ça, ouais, donc parce que tu vois, moi, à l'inverse, et en plus, à l'époque, j'étais pas forcément consciente de ça, mais je sais que quand j'étais, par exemple, à l'école primaire, genre sur 2 ans, j'étais amoureuse d'un mec qui s'appelait Niroshan, je me rappelle. Il était d'origine sri-lankaise, et j'étais folle amoureuse de lui, mais vraiment folle amoureuse de lui. Et du coup, c'est pas lui qui m'a dit des trucs bizarres, hein. Oh, okay. Mais et je me disais, en fait, j'étais comme attirée naturellement par les personnes d'origine asiatique, mais c'est pas un truc que je cherchais. Alors, j'ai pu comprendre que toi, le métissage, c'était quelque chose de assez péjoratif. Donc, on va peut-être parler de double culture, parce qu'en soi, toi et moi, je pense que on est franco-indienne.
Oui. De par... Bon, d'une certaine différence, on l'est plus ou moins. Je pense que c'est en termes de degré d'intensité, tu vois, par exemple. Oui. Donc, c'est vraiment, pour moi, lié. Donc, on va parler de double culture. Et donc, je voulais savoir, pour toi, quelles étaient les limites de ta double culture à toi? Je pense que les limites, elles se situent sur plein de choses. Ça se limite dans la famille, ça se limite parce que, ben, je sais pas, moi, quand on était petites, ma sœur et moi, on était les premières métisses de la famille. De toutes les générations confondues, etc., on était les premières. Ok. Ça veut dire que toute notre famille indienne a dû nous accueillir en moitié blanche, moitié indienne. Donc il y avait un truc d'assez novateur et maintenant je me dis que j'ai plein de neveux qui sont moitié blancs, moitié indiens, enfin j'en ai vraiment plein. Et ça se limite dans la famille parce que ça limite un petit peu, je dirais, ta légitimité à appartenir à la famille dont tu proviens. Parce que en vrai, de vrai, moi j'ai trouvé que ça a posé des limites. Je sais que par exemple mes tantes, elles se comportent pas pareil avec moi qu'avec mes cousines qui sont full indiennes. De toute évidence, c'est pas le cas. Elles ont pas le même regard. Elles nous pensent. Enfin, je sais pas, elles ont un regard sur tout ce qu'on fait qui est complètement différent. Ça, c'est une première limite. Il y a des limites dans les questions que je peux. J'ai pas le mot en français. Toutes les questions que je peux, genre, considérer. Je sais qu'il y a des questions que je pourrais jamais traiter, par exemple. Bah, comme j'ai dit, le colorisme. Je vais jamais m'amuser à faire des interviews sur le colorisme parce que ce serait très bizarre. Mon père est clair, moi je suis hyper claire. Enfin, c'est même pas des questions qui se posent, tu vois. Et les autres limites, après, je pense que c'est des limites qui sont plus personnelles. C'est plus des choses qui vont, moi m'incomber, me perturber ou peser sur ma vie. Mais après, oui, c'est plus dans le combat, genre les combats de personnes asiatiques, etc., qu'on a une place qui est quand même intéressante parce qu'on reste des personnes asiatiques, mais que c'est une mesure assez différente. C'est une mesure pas moindre, mais c'est une mesure nuancée qu'on va pouvoir apporter. Voilà, si ça fait sens. Non, ça fait tout à fait sens, hein, ce que tu dis, mais c'est aussi intéressant, en fait, de donner de l'espace des personnes... je suis désolée d'employer le mot métissé, parce que du coup, moi, c'est le seul mot qui permet de différencier. Parce qu'on a une différence, même si je pense enfin, on est pareil, quoi, en soi. On a quand même une différence, et la différence, elle est marquée par toi, ta double culture de tes parents, qui sont d'origine très différente, et moi, du fait que j'ai vécu toute ma vie en France avec des parents qui sont de même origine. Je pense que Donc, c'est la différence que tu évoquais au départ. Tu disais que toi, il y avait l'Inde à la maison et la France à Ouais. l'extérieur. Moi, quand je rentrais chez moi, et c'est toujours le cas maintenant, si je rentre chez mes parents, il y a l'Inde et la France à la maison, il y a les deux. Ça veut dire que je vais sortir avec mon père, quand je vais aller me traîner avec lui dans des quartiers indiens ou des trucs comme ça, bah, je suis avec l'Inde à l'extérieur. Enfin, je suis avec la personne qui représente l'Inde pour moi à l'extérieur. Et puis, quand je suis chez moi, bah, il y a l'Inde à la maison et la France à la maison parce qu'il y a mes deux parents, quoi. Enfin, donc c'est une dimension qui est encore bizarre parce que je pense que pour mon cas et le cas des gens de double culture comme moi, c'est le cas de la double culture qui est tout le temps présente. C'est tout le temps là. Je peux pas sortir et me dire bon bah voilà ça c'est fini, ça m'a saoulé, je veux plus faire ça parce que c'est tout le temps là, tout le temps ils sont enfin quand je rentrais chez moi quand j'étais à l'extérieur et qu'on me disait que j'étais indienne à la maison, je pouvais pas me déconnecter ou enfin inversement, il y avait pas de déconnexion entre les deux. Les deux milieux étaient largement interconnectés et du coup, j'étais toujours dans les deux milieux. Je sais pas comment dire, il y a pas de déconnexion à proprement parler puisqu'on parlait même pas une autre langue spécialement à la maison, à part anglais parfois avec mon père. Mais c'était vraiment moi et quand j'étais petite. Mais en soi, il n'y avait pas il y avait pas de coupure quoi. C'est vrai que moi, la déconnexion, je l'ai eu, par exemple. Tu vois. Bah oui, voilà, c'est pour ça que ça, c'est une question sur laquelle je pourrais pas forcément parler. Parce que moi, j'ai la conjugaison à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais. Les deux, tout le temps. Donc c'est pour ça que parfois, c'est un peu difficile d'évoluer là-dedans parce que t'as toujours deux aspects vraiment différents. C'est comme si t'avais. C'est horrible de dire ça, mais c'est comme si t'avais deux petites personnes ici qui disaient des choses contraires quoi. Enfin, c'est pas forcément pareil et les clashs de culture on les voit plus facilement. On pouvait les voir par exemple sur les vêtements par exemple. Moi je me rappelle que mon père il a toujours voulu qu'on s'habille de façon hyper colorée. Enfin, si on écoutait mon père on sortait comme des clowns genre avec plein de couleurs et tout. Et ma mère elle nous habillait pas du tout comme ça. Et enfin, et du coup les jours où on était habillés par notre père, les jours où on était habillés par notre mère, la différence était très visible. Hein. Parce que mon père était vachement dans ce truc là de il faut s'habiller avec des couleurs. Enfin, tu sais, je sais pas, en Inde, les femmes, elles s'habillent de façon colorée. Et ma mère était en mode, non, mais en Occident, on s'habille de façon assez classique, bleu, gris, machin et tout. Et du coup, ça, c'était une différence, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que d'un jour à l'autre, bah, ça oscille un peu de façon aléatoire. Donc c'est toujours, en fait, c'est ce qui est le plus dur, je pense.
c'est le fait d'arriver à trouver un équilibre entre les deux. Parce que ça aussi, c'est pas toujours 50-50, même si dans genre le sang c'est 50-50. En réalité, dans la vie, c'est pas 50-50, c'est impossible d'avoir 50-50. Ça oscille largement. Je vais parler d'un autre sujet, notamment l'acceptation, parce que j'ai pu comprendre que, au vu de ta quête identitaire, tu as eu un manque de reconnaissance vis-à-vis de tes origines indiennes. Parce que française, bon, je pense que t'as pas de problème dessus. Mais par contre, en Inde, tu avais vraiment un problème. Donc en France et en Inde, je peux supposer. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que toi, tu penses que tu es acceptée en tant qu'Indienne en France et en Inde? Alors. Comment tu te ressens par rapport à ça? Je sais pas si je suis acceptée en tant qu'Indienne en Inde, mais je sais qu'en France, oui, parce que c'est facile de un peu pointer du doigt, ou enfin, du moins, c'est quelque chose, enfin, et comme je l'ai dit au début, même si moi je n'avais pas conscience, c'est quelque chose auquel on me ramenait tout le temps. Enfin, c'est quelque chose à laquelle on me ramenait tout le temps. Donc en réalité, même si moi je le savais pas, les gens le savaient à ma place, et les gens, c'était plus une identité subie plutôt qu'une identité que je vivais, parce que c'était toujours les autres qui me ramenaient à ça. Moi, j'avais pas forcément conscience enfin, voilà, que j'étais indienne et tout. Et juste, on me disait, bah voilà, lui, il a dit que t'étais indienne, et puis ça se voit que ton père c'est un indien, et puis ton père a des yeux de pervers, et puis ton père. Enfin, je me disais, en fait, le problème, on dirait que c'est presque mon père, quoi. Parce que moi, je suis pas mon père, hein. Je suis le produit de mon père, mais je suis pas mon père. C'est deux personnes, c'est deux entités différentes, c'est deux personnes différentes. Et je dirais qu'en Inde, c'est pas pareil. En Inde, les gens me regardent en mode mais pourquoi elle est avec cet homme qui est clairement indien et qu'est-ce qu'elle fait avec lui? À part, enfin, je ressemble vraiment beaucoup à mon père pour le coup, mais je vois parfois les gens se disent mais qu'est-ce que ces deux blanches, je trouve ma soeur et moi, font avec cet indien? Et mon père, à chaque fois, obligé d'expliquer, bah voilà, bah ma femme elle est française et du coup mes filles, ben, c'est ces deux filles-là. Ok, ouais. Donc je dirais que c'est pas pareil. Le plus dur, je pense, c'est pas le fait d'aller en Inde en soi, c'est le fait de se confronter à sa famille indienne en Inde. Ok. Parce que moi, j'ai de la famille indienne aux États-Unis. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Eux, ils me questionnent pas. Par exemple, mes cousins qui sont 100% indiens, mais qui sont de nationalité américaine, ils me questionnent jamais sur mon identité. Après, en toute honnêteté, les deux sont mariés à des personnes blanches. Donc, j'en ai une qui a deux fils qui sont du coup moitié indiens, moitié américains. Et l'autre qui est mariée à une femme blanche. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas trop bizarres avec ça. Mais par exemple, mes tantes et mes oncles, ils me font moins sentir comme un espèce d'extraterrestre quand j'arrive là-bas et que je suis que avec des Indiens tout le temps. Alors que quand je vais en Inde, je sens que... Je sais pas si c'est le côté européen, je sais pas si c'est le fait que je sois à moitié, je sais pas trop ce qui fait que... Mais évidemment que je me sens encore moins légitime en Inde parce que personne me fait sentir légitime, alors qu'en France, on me force à être légitime en me disant « Ah, t'as vu, t'es indienne ». Ok. Ce qui est bizarre, ce qui est étrange, c'est très dissonant. Ouais. Mais en réalité, si je devais un peu voilà, résumer ce truc-là, ce serait ça, je dirais. Ok. Ouais. Mais en fait, quand tu avances dans ta quête identitaire, pardon, tu vois tellement de contradictions et tu te dis en fait que t'as l'impression que cette chose-là, elle se passe plutôt là-bas, mais en fait, elle se passe ici. Tu vois, c'est super complexe à comprendre et c'est ce qui met à mal aussi la quête identitaire pour beaucoup de personnes. Je me mets aussi dans l'eau. Ouais, ça te trouble, mais je pense que plus t'avances et plus t'as un peu plus confiance en toi, tu t'informes aussi, parce que l'information, ça aide énormément. Tu vois aussi des personnes qui te ressemblent. Et donc, en fait, ça change petit à petit et ça aide vachement à cultiver ta quête identitaire, parce que si tu te fais qu'à ta famille et qu'à ta famille, je pense pas que ça marcherait comme ça. Parce que là, même en vrai, pour moi, non, parce que non. Bon. Est-ce que tu aurais un message pour les personnes qui sont dans le même cas que toi? Alors, oui, je dirais que c'est normal que la réflexion soit vraiment pas du tout linéaire. C'est normal de se sentir légitime et illégitime en même temps. C'est normal de se dire par moments qu'on appartient plus à un groupe qu'à l'autre. C'est très dur de le comprendre et je pense que, je veux dire, en vieillissant, je suis pas si vieille que ça, mais je veux dire, en grandissant, on se rend compte que en fait, c'est ok de... Parfois, on a envie, parfois on n'a pas envie, parfois ça marche pas. Ça vaut pour l'identité, ça vaut pour le métissage, ça vaut pour toutes ces questions-là qu'on se pose quand on sait pas trop.
Mais cela étant, je trouve que en tant que personne du coup franco-indienne, je pense que je peux avoir un apport dans toutes ces luttes qu'on essaie de mener et qui sont des luttes qui sont quand même assez nouvelles en France. Je pense que c'est intéressant de prendre l'avis des personnes métisses en considération parce qu'on reste des personnes qui ont subi des remarques, peu importe ce qu'on a subi et qui vivent un quotidien qui est partagé partiellement ou entièrement avec les personnes qui sont 100% indiennes ou 100% sud-asiatiques. Mais je pense qu'on a quand même un avis qui est assez intéressant, que ce serait bien de nous considérer pour répondre à ces questions-là. Et que ouais, je veux redire ça parce que je me dis s'il y a des gens jeunes qui regardent, c'est vraiment ok de se dire mais je comprends pas à quel groupe j'appartiens et je sais pas pourquoi et je sais pas pourquoi on me recale d'ici et on me recale de là. En fait, c'est dur, mais au fur et à mesure du temps, on va comprendre que ça avance et que c'est normal que ça oscille et que par moments ce sera 50-50, c'est rare. Et ça va osciller, qu'il y a des moments où je vais me sentir 70% indienne et 30% française ou inversement. Enfin, voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est ok. Et vous allez trouver la façon de conjuguer vos deux identités. Et c'est trop bien. Quand on commence à y arriver, en vrai, on voit un peu le bout du tunnel et c'est quand même sympa. Et ben, merci beaucoup, Merci à Maya, toi. pour cet entretien, pour tes mots, pour tes conseils aussi. Et je pense qu'on a aussi appris à vous connaître un peu plus, les personnes du coup métissées sud-asiatiques. C'est une thématique qui est super importante et je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître. Surtout que dans les générations qui suivent, il y a énormément de métissage aussi. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.